En ce début d'année, nous allons parler brièvement de systèmes linéaires et de leur résolution. C'est une partie sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre sur les matrices, plus en profondeur, et grâce aux matrices, nous pourrons faire plus de choses, mais dès maintenant, nous pouvons déjà donner des définitions générales sur ce que sont les systèmes linéaires, ainsi que leur résolution par pivot de Gauss, et en ce début d'année, le programme se limite à des systèmes à au plus 3 équations et 3 inconnus. Dans la pratique, il est possible que nous traitions des systèmes linéaires avec un peu plus d'équations ou d'inconnus en ce début d'année, mais cela n'excédera jamais 4 ou 5, et de toute façon, avoir bien compris ce que cela donne pour 3 équations et 3 inconnus permet déjà de se faire une idée bien précise du cas général. Commençons donc par définir ce qu'est un système linéaire. Nous allons fixer deux entiers naturels non nuls, petit n et petit p, et nous appelons alors système linéaire à n équations et p inconnus, tout système, c'est-à-dire un ensemble d'équations, qui va s'écrire de la forme suivante. Donc un système constitué de petit n lignes, d'où le nombre de n équations, chaque ligne étant de la forme une constante fois x1, plus une constante fois x2, plus une constante fois xp. Donc ici, nous avons dans la première ligne x1 qui est la première inconnue, x2 qui est la deuxième inconnue, jusqu'à xp qui est la pème et dernière inconnue. Et nous avons ce que l'on appelle un second membre, b1. Donc toutes les lignes sont de cette forme-là. De manière générale, nous allons noter b1, b2 jusqu'à bn, les n seconds membres de ces n équations. Et nous allons noter x1, x2 jusqu'à xp, les p inconnus. Et enfin, les coefficients de ce système, nous allons les noter AIJ, avec la convention suivante qui sera reprise pour les matrices. Le premier indice petit i indique le numéro de la ligne où se trouve ce coefficient, et le second indice petit j indique la colonne. Donc ici, sur la partie en rose, A1, 2, c'est le deuxième coefficient de la première ligne. C'est le coefficient qui est devant la deuxième inconnue sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, le coefficient qui se trouve en face de la pème inconnue, c'est donc A2P. Donc pour ce qui est du vocabulaire, eh bien, les AIJ sont appelés les coefficients du système, les XJ pour I allant de 1 à P sont les inconnus, et les BI sont les seconds membres. Donc à nouveau, nous essaierons, et cela sera plus important dans le chapitre sur les matrices, mais nous essaierons de garder J comme indice pour les colonnes. Donc vous voyez ici que les inconnus apparaissent en colonne. Et d'ailleurs, quand vous présentez votre système, il est bon de bien aligner les différentes inconnues. Donc ici, j'ai pris soin d'aligner tous les x1 verticalement, tous les x2 verticalement, etc. jusqu'à xp. Et nous gardons comme indice de ligne les BI, puisqu'ici, B1, B2, Bn sont sur les différentes lignes. Autre vocabulaire, nous dirons qu'un système est compatible s'il admet au moins une solution. Alors nous allons le voir un tout petit peu après, un système peut admettre une solution, mais il peut en admettre bien sûr plusieurs, voire même une infinité. Nous appellerons grand S ce système, c'est une notation non officielle mais que nous utiliserons à peu près dans toute cette vidéo et la suivante. Et nous allons définir à partir de ce système un système dit homogène qui est associé à grand S, que nous noterons SH. C'est un système qui a tous les membres de gauche des différentes équations sont exactement les mêmes. Cette partie encadrée en grise et celle-ci sont exactement les mêmes. La différence, c'est que dans un système homogène, les seconds membres, eux, donc les membres à droite du signe égal, sont tous égaux à 0. C'est ce qu'on appelle donc un système homogène, et il est évident que x1 égale 0, x2 égale 0, jusqu'à xp égale 0 est toujours solution du système homogène. Et puis enfin, donc à nouveau des notations non officielles que nous utiliserons dans la suite. Nous noterons sol l'ensemble des solutions du système S et nous noterons sol indice H l'ensemble des solutions du système homogène, donc du système que nous avons noté SH. Donc j'insiste, les notations S, SH, sol, sol H ne sont pas officielles. Dans un devoir à l'écrit, lorsque vous rédigez correctement les choses, si vous introduisez un nom pour les systèmes et un nom pour les ensembles des solutions, eh bien vous devez justement les introduire. Vous ne pouvez pas de but en blanc utiliser S ou sol sans avoir dit au préalable qui étaient ces objets. Nous allons maintenant interpréter géométriquement l'ensemble des solutions de systèmes de ce genre lorsque nous avons 2 ou 3 inconnus.
donc c'est-à-dire lorsque nous nous plaçons dans le plan ou dans l'espace. Donc lorsque P égale 2, c'est-à-dire que nous avons deux inconnus, nous pouvons considérer ces deux inconnus x1 et x2, que nous noterons plus souvent x et y dans le plan, comme une abscisse et une ordonnée, c'est-à-dire les coordonnées d'un point. Et ainsi, l'ensemble des solutions, c'est un ensemble de couples, donc c'est un ensemble de points du plan. C'est pour ça qu'ici, nous allons parler de l'interprétation géométrique dans le plan. Chaque ligne de notre système est de la forme une constante fois x plus une constante fois y égale une constante. Eh bien ceci, c'est toujours l'équation d'une droite. Donc chaque ligne est l'équation d'une droite. L'ensemble sol, donc l'ensemble des solutions du système, c'est donc l'ensemble de tous les points qui vérifient toutes ces équations de droite. Donc c'est l'ensemble des points qui se placent sur toutes ces droites. C'est donc l'intersection de n droites, n étant le nombre d'équations. Alors il y a plusieurs configurations possibles. Vous savez que dans le plan, lorsque vous prenez plusieurs droites et que vous regardez leur intersection, il n'y a pas 36 configurations possibles. Soit vous obtenez le vide, si les deux droites ne s'intersectent pas. Vous pouvez aussi obtenir un point, typiquement lorsque deux droites s'intersectent en un seul point, ou alors une droite s'il n'y a qu'une équation, ou si vos deux équations sont finalement les équations de la même droite. Par exemple, je peux considérer un premier système, le système x plus y égale 1 et x plus y égale 0. Il est évident que ce système n'a pas de solution. Donc l'ensemble vide se note comme ceci, un rond barré en oblique. Ce système n'a pas de solution car il n'est pas possible d'avoir x plus y à la fois égal à 0 et à 1. Donc ici l'ensemble des solutions est vide. Nous pouvons aussi avoir ce système, x plus y égale 1 et x moins y égale 1. Ici, si vous tracez dans le plan les deux droites d'équation x plus y égale 1 et x moins y égale 1, vous voyez qu'elles ne sont pas collinaires, elles ne sont pas parallèles car elles n'ont pas les mêmes vecteurs directeurs, puisqu'ici les coefficients devant x et y ne sont pas les mêmes. Et ainsi, ces deux droites s'intersectent en un seul point. Ce point, c'est le point de coordonnées 1, 0. Donc l'ensemble des solutions étant un ensemble, nous l'écrivons entre accolades. Il contient un seul point qui, lui, est un couple et donc écrit entre parenthèses, c'est le point 1, 0. Alors, si nous avons ici l'origine du repère et ici le point de coordonnées 1, 0, eh bien nos deux droites, la droite donc d'équation x plus y égale 1, c'est cette droite-là, approximativement, et la droite d'équation x moins y égale 1, c'est cette droite-là. Donc l'intersection des deux droites n'est constituée que d'un seul point, qui à lui tout seul forme l'ensemble des solutions, qui est donc un singleton. Troisième et dernier exemple, nous pouvons considérer maintenant ce système, x plus y égale 1 et par exemple 2x plus 2y égale 2. Et nous nous apercevons ici que ce système présente deux lignes et la deuxième ligne est exactement égale à 2 fois la première ligne. Donc la deuxième ligne est redondante par rapport à la première. Ce système, finalement, n'est constitué que d'une seule ligne, x plus y égale 1, qui est l'équation d'une droite. Donc l'ensemble des solutions est une droite. Nous pouvons d'ailleurs dire quelle est cette droite. Pour déterminer géométriquement une droite, il nous suffit de donner un vecteur directeur et un point de la droite. Donc un point, par exemple, nous pouvons prendre le point de coordonnées 1, 0. Donc c'est la droite qui passe par le point de coordonnées 1, 0, mais nous aurions tout aussi pu prendre le point de coordonnées 0, 1 ou 1 demi, peu importe, il suffit de donner un point et un vecteur directeur. Donc, alors ici, attention, les coordonnées devant x et y dans l'équation, ce sont 1 et 1. Cela ne signifie surtout pas que 1, 1 est un vecteur directeur. Au contraire, le vecteur 1, 1 est un vecteur normal à la droite. Ici, si je trace donc la droite d'équation x plus y égale 1, elle est comme ceci, avec par exemple ici à nouveau le point, l'origine du repère, et puis ici le point de coordonnées 1, 0. Vous voyez que le vecteur de coordonnées 1, 1, qui est ce vecteur-là, lui, il n'est certainement pas un vecteur directeur de la droite, c'est un vecteur orthogonal à la droite, au contraire, perpendiculaire à la droite. Donc pour avoir un vecteur directeur, il faut prendre un vecteur qui est orthogonal au vecteur 1, 1. Par exemple, le vecteur de coordonnées 1, moins 1. Donc nous pouvons dire que c'est la droite qui passe par le point de coordonnées 1, 0 et qui est dirigée par le vecteur de coordonnées 1, moins 1.
Dans l'espace, la situation est à peu près similaire. Donc, dans l'espace, nous avons trois inconnus, que nous noterons d'ailleurs plus habituellement x, y et z plutôt que x1, x2, x3. Donc, dans l'espace, il y a trois inconnus. Chaque ligne est-elle de la forme une constante fois x plus une constante fois y plus une constante fois z égale une constante, c'est-à-dire que chaque ligne est l'équation d'un plan. Et donc, l'ensemble des solutions du système, c'est l'ensemble des points de l'espace qui vérifient toutes ces équations de plan, donc les points qui se trouvent sur tous ces plans, c'est-à-dire l'intersection de tous ces plans. Comme tout à l'heure, suivant le même principe, vous savez que dans l'espace, quand vous prenez l'intersection d'un certain nombre de plans, vous pouvez obtenir le vide. À nouveau, nous pouvons considérer ce système-là. Alors ce système, il est à deux inconnus, mais finalement nous pouvons toujours considérer que c'est plus 0 fois z, donc nous pouvons le considérer comme une équation dans l'espace. Maintenant, si vous voulez vraiment faire apparaître les trois inconnus, on peut aussi considérer ce système. Et bien ici, l'ensemble des solutions, pour la même raison que dans le plan, est vide. Nous pouvons aussi obtenir un seul point. Plusieurs plans peuvent se couper en un seul point. En voici un exemple sur ce dessin. Si je prends dans l'espace les trois plans bleu, rouge et vert, eh bien ils ne s'intersectent qu'en un seul point. D'ailleurs, si je considère qu'ici en noir, cette droite, c'est l'axe des abscisses, que j'ai ici l'axe des Y et ici l'axe des Z, eh bien, je vois que finalement, ces trois plans, le plan rouge par exemple, c'est le plan d'équation x égale 0, le plan bleu, c'est le plan d'équation y égale 0, et le plan vert, c'est le plan d'équation z égale 0. Eh bien, ce système de trois équations, à trois inconnus, est bien un système linéaire. Attention, en effet, dans la première ligne, seul x apparaît, mais cela n'est pas un problème. Rien n'oblige toutes les inconnues à apparaître dans toutes les équations. La première ligne, ça n'est rien d'autre que 1 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale 0, qui est bien acceptable dans un système linéaire. Et donc ici, eh bien la seule solution, c'est le point de coordonnées 0, 0, 0, que tout simplement nous notons 0 et qui est l'origine du repère. Enfin, pour un troisième exemple, nous pouvons reprendre exactement le même genre d'exemple que pour une droite. Je peux considérer ce système à deux équations et trois inconnues, et je constate à nouveau que la deuxième ligne est égale à moins la première ligne, elle est donc superflue. Il se peut aussi que l'intersection de deux plans soit une droite. C'est par exemple l'exemple pour ce qui est ici de ce système-là. En effet, ici, dans ce système, nous avons deux équations. Nous voyons que les deux lignes de cette équation ne sont clairement pas les mêmes. Vous ne pouvez pas passer de l'une à l'autre en multipliant l'une des deux par une constante. Et donc, les deux plans qui sont désignés par ces deux lignes ne sont pas parallèles et ils vont se couper le long d'une droite. Alors, comment déterminer cette droite? En général, ce que l'on fait, c'est que nous passons de ce qui est ici, que nous appelons une équation cartésienne du plan, à une équation paramétrique. Équation paramétrique, cela signifie qu'on va décrire les trois coordonnées des solutions grâce à un paramètre. Ici, nous pouvons choisir soit x, soit y, soit z comme paramètre. Il est plus agréable de choisir y ou z puisque x n'apparaît pas dans la dernière ligne. Alors, comment vais-je résoudre ce système? Mais nous referons probablement de nombreux exemples en cours. Je vais garder la première ligne telle qu'elle est. Et dans la deuxième ligne, grâce à la deuxième ligne, je vais exprimer l'une des deux variables y ou z en fonction de l'autre. Donc par exemple, je vais exprimer y en fonction de z. Y est égal à 2 moins z. Et puis maintenant, je vais remplacer dans la première ligne y par 2 moins z, ce qui me permet d'obtenir x en fonction de z. Donc x plus 2 moins z, qui est donc égal à y moins z, est égal à 1. Donc ça, c'est y. J'ai remplacé y par son expression en fonction de z. Et en général, donc on passe directement au dernier système que j'écris là. On nettoie un peu la première ligne. On garde x est égal à 1 moins 2 plus 2z, c'est-à-dire moins 1 plus 2z. Et y, lui, est égal à 2 moins z. Alors en général, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute une troisième ligne qui peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, elle a son importance. On rajoute z égale z, qui signifie qu'on a pris z comme paramètre. Et là maintenant, j'ai bien
exprimer les trois variables x, y et z, les trois inconnus plutôt, en fonction d'une seule, c'est-à-dire en fonction de z. Il est plus agréable aussi de tout bien aligner, d'aligner dans chaque ligne les constantes l'une avec l'autre, et tout ce qui est en z, de les aligner comme ceci. Et là, nous obtenons ce qu'on appelle une équation paramétrique de la droite. Donc si j'appelle étoile la formulation à laquelle je suis arrivé ici, j'obtiens ce que l'on appelle une équation paramétrique de la droite. Nous pouvons donner ici d'ailleurs l'ensemble des solutions. Grâce à cette équation étoile, grâce à cette présentation étoile, l'ensemble des solutions, eh bien, c'est bien sûr directement avec étoile tous les triplés de points qui sont de la forme -1 plus 2z, 2 moins z et z, lorsque z parcourt R, puisque ce sont exactement les points x, y, z qui vérifient le système étoile. Mais cette présentation n'est pas très géométrique. Je peux aussi réécrire étoile de la manière suivante. Je peux décider que le triplet x, y, z est solution du système, enfin décider de l'écrire sous cette forme-là, si et seulement si le vecteur de coordonnées x, y est égal au vecteur -1, 2, 0, plus z fois le vecteur 2, -1, 1. Alors comment je passe de étoile à cela? Eh bien, j'observe que, en fait, il suffit de décomposer ici, alors je vais bien tout encadrer, nous avons le vecteur x, y, z, eh bien, nous voyons ces trois coordonnées qui apparaissent ici à gauche du signe égal. Dans l'écriture étoile, nous avons ici les -1, 2, 0 qui sont des constantes qui apparaissent dans une partie du membre de droite, et puis dans la dernière partie du membre de droite, nous avons z en facteur. Alors ici, les coefficients, ce sont 2, -1 et 1, j'espère que c'est à peu près lisible, ce qui nous permet de trouver ici z fois 2 moins 1. Donc en effet, si l'écriture qui est ici page de droite, vous la développez complètement, vous retombez bien sur l'écriture étoile. Et là, nous voyons, géométriquement, nous avons l'interprétation complète de sol. Sol, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les vecteurs qui sont égaux au vecteur -1, 2, 0, plus z fois 2, moins 1. Donc, c'est comme si vous partiez du point -1, 2, 0, et puis, à ce point, vous rajoutez autant de fois que vous voulez le vecteur 2, moins 1. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que sol est la droite. Alors, droite parce qu'il y a un seul paramètre, qui passe par -1, 2, 0. En effet, -1, 2, 0 fait partie de l'ensemble des solutions. Si z est nul, vous avez bien le point -1, 2, 0. Et c'est la droite qui est dirigée par le vecteur encadré en orange, dirigé par 2, moins 1, 1, puisque si vous prenez deux points de l'ensemble des solutions, leur différence est nécessairement de la forme une constante fois 2, moins 1. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise ou très habitué à passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique dans l'espace, nous en referons de toute façon beaucoup d'exemples en cours, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Cela dit, il faudra maîtriser cette technique qui est quand même fondamentale en mathématiques. Enfin, les solutions d'un système peuvent former un plan. Par exemple, dans ce système, j'ai deux lignes, mais je remarque que la deuxième ligne est égale à la première, elle est donc redondante, et nous pouvons la supprimer. Ce système est équivalent à une seule ligne, x plus y plus z égale 1. Nous savons que c'est l'équation d'un plan. Comment caractériser géométriquement ce plan? Eh bien, il nous faut déjà un point de ce plan. Pour cela, il suffit de donner n'importe quelle solution. Qu'a-t-on comme solution? Eh bien, on en prend une au hasard et il est très simple d'en trouver une. Par exemple, 1, 0, 0, vérifie bien x plus y plus z égale 1, mais j'aurais pu prendre 1 moins 1, 1 ou n'importe quoi d'autre. Il suffit d'en trouver une qui, si possible, est simple. Donc 1, 0, 0 convient. Après, un plan dans l'espace, vous devez le définir en donnant un point de ce plan, mais vous pouvez le définir ensuite de deux manières différentes. Soit vous allez donner deux vecteurs directeurs de ce plan. Vous êtes probablement habitué à faire comme cela. Mais vous pouvez aussi très bien donner un vecteur normal à ce plan. En effet, il existe, alors là il y a un angle droit, même si c'est peut-être pas très, très clair, mais il existe un seul plan qui passe par un point grand M donné et qui est orthogonal à un vecteur U donné. De même qu'il existe un seul plan qui passe par un point M donné et qui est dirigé par deux vecteurs V ou W.
En tout cas, il est plus simple de donner un vecteur normal que deux vecteurs directeurs puisqu'il n'y a qu'un vecteur. Alors, il faut savoir que quand vous avez l'équation d'un plan, on obtient l'équation cartésienne, hein, comme ici, on obtient directement un vecteur normal en prenant les trois coordonnées qui se trouvent, enfin les trois coefficients qui se trouvent devant x, y, z. Alors ici, ce sont 3, 1. Donc nous pouvons dire que Sol est le plan passant par 1, 0, 0 et deux vecteurs normaux, 1, 1, 1. Donc attention, 1, 1, 1, donc les coefficients devant x, y, z, ça n'est jamais un vecteur directeur du plan, c'est un vecteur normal. Si vous voulez donner des vecteurs directeurs, c'est possible aussi, mais il va falloir trouver deux vecteurs qui sont tous les deux orthogonaux à 1, 1, 1 et qui ne sont pas collinaires. Une méthode assez classique pour le faire, c'est de mettre un 0 en première coordonnée et ensuite de ne s'intéresser qu'aux deuxième et troisième coordonnées. Donc mon vecteur normal, c'est deuxième et troisième coordonnées, ce sont 1 et 1. Et je vais compléter ici les deuxième et troisième coordonnées du vecteur directeur que je cherche en prenant un vecteur du plan orthogonal à 1, 1. Eh bien 1, 1 et 1, moins 1 dans le plan sont orthogonaux. Alors maintenant, en effet, si je considère le nouveau vecteur que je viens de construire 0, 1, moins 1, et que je calcule son produit scalaire avec 1, 1, 1, eh bien vous voyez que vous obtenez 0 plus 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc vous avez bien construit un vecteur orthogonal à 1, 1, 1. On procède de la même manière, cette fois-ci en mettant un 0 en dernière coordonnée et en considérant les deux premières coordonnées qui sont là. Ce sont encore 1 et 1. Et 1 moins 1 est encore dans le plan un vecteur orthogonal à 1, 1. Donc ce deuxième vecteur directeur, 1 moins 1, 0, il est bien orthogonal à 1, 1, 1. Donc finalement, je peux conclure en disant que Sol est le plan passant par 1, 0, 0, deux vecteurs normaux 1, 1, 1, ou si l'on veut, deux vecteurs directeurs, 1 moins 1, 0, et 0, 1 moins 1. Et nous allons terminer cette vidéo en parlant d'opérations sur les lignes d'un système, ceci afin de préparer le terrain pour, dans la vidéo précédente, passer au pivot de Gauss et à la résolution à proprement parler des systèmes linéaires. Donc tout d'abord, une définition importante, on va dire que deux systèmes sont équivalents s'ils ont exactement le même ensemble de solutions. Et donc le principe du pivot de Gauss, le principe de toutes les résolutions, c'est de partir du système que vous devez résoudre et ensuite de le simplifier petit à petit en passant par des systèmes équivalents. Si vous arrivez à donner un système très simple qui est équivalent à votre système de départ, eh bien cela signifie que ce système étant simple, vous pouvez en donner les solutions. Et comme il est équivalent au système de départ, eh bien vous avez donné l'ensemble des solutions du système de départ. Donc les opérations que nous allons effectuer sur les systèmes, un point important, eh bien ce sera que ce soit des opérations qui mènent à un nouveau système qui est encore équivalent au premier. Donc on va ainsi modifier notre système petit à petit, tout en préservant l'ensemble des solutions. Nous allons utiliser trois types d'opérations. Le premier type, très simple, c'est l'échange entre deux lignes. Donc si nous échangeons la ligne I et la ligne J, cette opération, nous allons l'écrire comme ceci. Par exemple, je pars de ce système-là, donc je vais le prendre à trois inconnus, mais à trois lignes aussi. Allez, je vais prendre ce système-là. Eh bien, ce système-là, si j'ai envie, pour une raison qui m'est propre, je peux très bien échanger les deux dernières lignes. J'obtiens alors ce nouveau système. Alors, j'ai dit que j'ai changé les deux dernières lignes, donc je vais obtenir ce système, qui est constitué exactement des mêmes équations que le premier système, donc on se doute bien qu'il aura le même ensemble de solutions, et qu'il va lui être équivalent. Alors, il est souvent intéressant d'écrire quelque part l'opération que vous avez effectuée. Donc ici, j'ai inversé, échangé les lignes 2 et 3. Alors vous pouvez écrire l'opération que vous avez effectuée sous le signe équivalent, ou éventuellement à la fin à droite de votre système. Alors on se doute en effet que ce nouveau système est équivalent au premier, puisque on peut passer du premier au nouveau système en échangeant les deux lignes, mais si on rééchange les deux mêmes lignes, on repasse du nouveau système à l'ancien système. Donc on peut aller dans les deux sens, les deux systèmes sont bien équivalents. Donc c'est tout ce que je vais dire de cet échange pour l'instant. À quoi peut-il bien être utile pour résoudre un système? Nous verrons cela dans la vidéo suivante.
Le deuxième type d'opération, c'est la multiplication de toute une ligne par un scalaire. Alors attention, ce scalaire doit être non nul, puisqu'évidemment, si vous multipliez toute une ligne par 0, il va vous rester 0 égale 0, et donc vous avez complètement annihilé cette ligne, et il n'y a aucune raison dans ce cas-là que le nouveau système obtenu soit équivalent au premier. Si vous supprimez une ligne d'un système, vous obtenez un système qui n'a plus le même ensemble de solutions. Il y a là aussi une notation pour cette opération. Nous allons écrire que la nouvelle ligne LI provient de l'ancienne ligne LI fois lambda. Donc cette flèche qui va vers la droite, nous avons à droite, ce qui se trouve à droite de cette flèche, c'est les anciennes lignes, et ce qui se trouve à gauche, ce sont les nouvelles lignes. Donc ici, l'ancienne ligne LI à droite, la nouvelle ligne LI à gauche. Par exemple, si je vais garder ce même système, si je repars de ce système-là, je peux très bien multiplier toute la deuxième ligne par 2. Et j'obtiendrai alors un système équivalent, puisque là encore, donc j'ai mon système à gauche, je multiplie la deuxième ligne par 2, donc j'obtiens un nouveau système qui va se trouver ici à droite de mon si et seulement si. Et donc là, j'ai effectué l'opération ligne 2 reçoit 2 fois la ligne 2. Mais je peux très bien passer du système de droite au système de gauche, maintenant en redivisant la deuxième ligne par 2. Donc je peux aller dans les deux sens, et c'est bien là encore une opération équivalente. Les deux systèmes de part et d'autre du si et seulement si ont exactement le même ensemble de solutions. Le troisième et dernier type d'opération s'appelle une transvection. Il s'agit à la ligne numéro i de rajouter un certain nombre de fois une autre ligne. Donc par exemple ici, ma nouvelle ligne LI va recevoir comme nouvelle valeur l'ancienne ligne LI plus lambda fois la ligne numéro J. Alors ici, lambda est un réel qui peut très bien être nul. S'il est nul, cela n'a aucun intérêt, on ne change rien. Donc en général, on ne le prend pas nul, mais s'il est nul, ça n'est pas interdit. Alors c'est un réel ou un complexe, ici K à nouveau désigne l'ensemble des coefficients sur lesquels on travaille, donc soit des réels, soit des complexes. Par contre, toutefois, cette opération n'est une transvection que si la ligne J n'est pas la même que la ligne I, donc si I est différent de J. Si, là encore, je repars de ce même système, eh bien je peux décider de rajouter, alors là par contre c'est une opération qui est vraiment intéressante, c'est une opération de pivot de Gauss. Je peux décider de rajouter la deuxième ligne à la troisième ligne. Je vais donc, pour ma troisième ligne, avoir comme nouvelle valeur l'ancienne troisième ligne plus l'ancienne ligne numéro 2. Donc ceci évidemment ne change pas la première ligne. Ceci ne change pas non plus la deuxième ligne. Par contre, la troisième ligne est modifiée, elle devient 2z égale 3. Donc cette opération est intéressante puisque maintenant nous pouvons donner la valeur de z avec la troisième ligne, puis la valeur de y connaissant celle de z dans la deuxième ligne, et enfin celle de x pour terminer. Donc ces transvections seront vraiment les opérations à la base du pivot de Gauss. Remarquons que là encore, cette opération est inversible, elle donne un système qui est équivalent au premier, puisque nous pouvons considérer l'opération inverse à la ligne i, nous associons la ligne i moins lambda fois la ligne j. Donc, je peux, par exemple, sur cet exemple, repasser du système de droite au système de gauche en enlevant la ligne 2 à la troisième ligne. Donc là encore, on peut aller dans les deux sens, et donc le nouveau système obtenu a exactement le même ensemble de solutions que le premier. Quelques remarques pour finir. Il est en général formellement déconseillé et voire même interdit d'exécuter plusieurs opérations en même temps sur une même ligne. Ça c'est à coup sûr un moyen de ne plus avoir un système équivalent à la fin. Mais on peut quand même combiner les deux dernières opérations en une seule fois. C'est-à-dire qu'il est possible de changer la ligne numéro i en la multipliant par alpha à condition que alpha ne soit pas nul, et dans le même temps en lui rajoutant bêta fois la ligne J. Donc ceci est une opération que l'on peut faire en une seule fois. Et qui donne encore un nouveau système équivalent au premier. Par exemple, si je repars encore du même système, je vais, pour la ligne 3, additionner la ligne 3 à la ligne 2,
Et puis dans le même temps, je vais tout diviser par 1/2. Donc en fait, j'obtiens bien une opération du style ligne 3 reçoit 1/2 fois ligne 3 plus 1/2 fois la ligne 2, qui est de ce type-là. Donc si je fais cela, j'obtiens en première ligne x plus y égale 0, puis y plus z égale 1 en seconde ligne, et j'obtiens directement z égale 3/2 en dernière ligne. Donc en une seule fois, j'ai réussi à obtenir la valeur de z dans la dernière ligne. Deuxième remarque que nous avons déjà utilisée auparavant, si nous avons deux lignes identiques, nous pouvons en supprimer une. Alors deux lignes identiques ou identiques à un coefficient près, par exemple si je reviens un tout petit peu en arrière, voilà ici par exemple dans ce système, la deuxième ligne n'est pas identique à la première, mais elle est identique à moins une fois la première. Donc quitte à multiplier la deuxième ligne par moins 1, on obtient une seconde ligne identique à la première, et donc nous pouvons la supprimer. C'est ce que nous avions fait ici. Et puis dernière remarque pour terminer. Si une ligne est toujours vérifiée, on peut aussi la supprimer. Alors en fait, une ligne qui est toujours vérifiée, c'est une ligne du style 1 égale 1, ou 0 égale 0, ou x égale x. Une ligne qui finalement ne sert à rien non plus. Donc si vous avez ce système-là, alors je vais mettre 0 égale 0, eh bien cette deuxième ligne est totalement inutile, je peux la supprimer. Donc il sera assez rare que vous tombiez sur des systèmes de cette forme-là, puisque justement cette ligne est inutile, mais si cela arrive, évidemment, vous pouvez supprimer cette seconde ligne. Donc voici pour les opérations importantes sur les lignes d'un système, et dans la vidéo précédente, nous allons voir comment utiliser ces opérations dans l'algorithme du pivot de Gauss pour résoudre un système linéaire.